Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Bonjour, je m'appelle Brenda et voici comment je me suis ridiculisée à l'âge de 14 ans. Avant de vous raconter mon histoire, permettez-moi de souligner quelques points. Tous les adolescents éprouvent parfois un peu d'anxiété. Il s'agit en fait d'une réaction normale au stress et cela les aide parfois à faire face à des situations accablantes. Pour beaucoup d'adolescents, des choses comme parler en public, les examens finaux ou même sortir avec quelqu'un peuvent provoquer des sentiments d'anxiété. Pour certains adolescents, cependant, l'anxiété peut aller au-delà de ces symptômes typiques et affecter négativement les relations amicales et familiales, la participation des activités et même leur travail scolaire. Et ne me faites pas dire qu'être un adolescent ressort du sang du diable. Ok, c'était une blague innocente, mais je le pense vraiment. Donc, j'étais assise en classe, derrière le gars le plus mignon de ma classe. Son nom était Josh. Et je voulais juste lui demander son numéro de téléphone, mais j'étais terriblement timide et j'avais très peur d'être rejetée. Mais le moment du bal de l'école approchait. Je voulais y aller avec lui, mais il n'y avait aucun moyen de le faire en face à face. J'ai essayé de surmonter mon anxiété et je me suis convaincue d'y aller. J'ai débattu avec moi-même pendant un certain temps, manquant la plus grande partie de la leçon en classe de ce jour-là, avant de me décider à lui demander. Je lui ai demandé, et il a accepté. Il a lentement pris mon téléphone, a tapé son numéro et me l'a rendu. Je me suis sentie soulagée, j'avais obtenu le numéro. Je veux dire, j'avais tort, il n'y avait pas de quoi être inquiète. J'avais aggravé la situation dans mon esprit par rapport à la réalité. C'était agréable de réaliser que j'étais anxieuse pour rien, d'en finir et d'avoir son numéro. Je suis rentrée à la maison plus tard ce jour-là et j'étais si excitée d'appeler ou d'envoyer un SMS à Josh. Mais comme je suis timide socialement, j'ai essayé de lui envoyer un message. Mais le message n'a pas été délivré. J'ai vérifié le numéro qu'il m'a donné et j'ai remarqué qu'il comprenait les chiffres 911, ce qui m'a indiqué qu'il m'avait donné un faux numéro de téléphone pour éviter que je le contacte. Je me suis soudain rendu compte à quel point j'avais agi bizarrement envers lui. Je n'avais pas de grand lien avec ce garçon avant de lui demander son numéro. Il n'y avait pas de relation entre nous. Alors j'ai dû lui faire peur en lui demandant son numéro. Je lui ai également demandé en plein cours en lui tapant sur l'épaule. Il n'y avait rien de naturel ou même de normal dans ma façon de procéder. Je n'ai pas agi de manière immorale, mais c'était terriblement gênant, socialement inapproprié et donc voué à l'échec. La rencontre a été douloureuse, mais je suppose que j'en ai tiré quelques leçons sur la façon de socialiser de manière appropriée. J'ai également appris qu'il est incroyablement facile de ne pas voir les signes évidents que les autres personnes vous donnent lorsque vous êtes anxieux, car vous êtes tellement absorbé par vous-même que vous ne voyez pas les signaux sociaux. En repensant à la façon dont il était clairement mal à l'aise face à ma demande, ce qu'il a fait comprendre en ne souriant pas et en hésitant à accepter de taper le numéro. Si j'avais été concentrée et que j'avais prêté attention, j'aurais peut-être remarqué son comportement et la façon dont il reflétait clairement ses sentiments à mon égard et face à notre échange. Cela m'amène à me poser la question suivante. Est-il plus facile d'avoir une anxiété fonctionnelle que d'être prisonnier de sa propre coquille, figé par l'anxiété? C'est peut-être le moindre des deux mots. S'occuper est souvent le moyen de rester figé dans sa coquille avec l'anxiété, mais pour moi, cette expérience s'est transformée en objectif et a renforcé ma confiance en moi. Je vois cela comme une étape, mais ensuite, l'amélioration de l'estime de soi et de la confiance en soi vous permettra de fonctionner sans anxiété. C'est le but ultime. Mais vous savez quoi? Écrivez votre propre histoire. Vous ne pouvez pas continuer si quelqu'un l'écrit pour vous. Beaucoup de jeunes à l'école ressentaient la même chose. Ils ne se sentaient pas bien, et je ne savais pas pourquoi. Les adolescents se reconnaîtront ce qui est effrayant et aggrave l'anxiété. Il faut y aller pour savoir que l'on est bien à l'école, et on ne peut le savoir que si l'on y va. Surmonter l'anxiété n'est pas une question de hippie ou de charabia. Il m'a fallu des années pour surmonter ce que j'appelle la peur de la vie, et je l'ai appris à la dure. Alors, est-ce que la blague du diable a un sens? À l'âge de 15 ans, je m'occupais de ma mère malade, de mon père alcoolique et de mon jeune frère. Je travaillais dans une pizzeria pour que ma famille ait de quoi manger. Ma mère souffrait d'une maladie mentale. Ses hallucinations étaient effrayantes. Parfois, elle détruisait des choses dans la maison. Mon père se rendait physiquement malade en buvant trop. Il était souvent en retard au travail et sa vue se détériorait. Je devais m'occuper de mon frère de 6 ans. Je restais éveillée la nuit et lorsque je m'endormais enfin, je faisais des cauchemars dans lesquels je voyais mon père mourir ou mon frère être emmené.
Pour faire face au stress, j'ai commencé à faire des choses comme mon père à l'automne de ma première année de lycée. Cela a détendu tous les muscles de mon corps. J'ai bien accueilli l'engourdissement, mais mon père n'en a pas fait une bonne image. J'ai donc arrêté et essayé une autre drogue à la place. Un jour, au printemps de ma première année, mon ami m'a offert une pilule. J'ai hésité, puis j'ai accepté. 20 minutes plus tard, je me sentais heureuse et légère, comme si mon corps était un nuage. Tout le stress et les soucis concernant ma famille ont disparu pendant des heures. Après cette seule pilule, j'en voulais plus. Mon ami connaissait un dealer, alors je lui donnais l'argent et il m'en donnait plus. Ces pilules n'étaient pas bon marché et mon salaire de la pizzeria n'était pas suffisant. J'ai demandé à mon ami « Tu connais quelqu'un qui pourrait me trouver un meilleur emploi ou autre chose ?» Il m'a répondu « Pas vraiment. J'ai quelqu'un qui pourrait probablement t'aider, mais ce n'est pas exactement un travail légal. » Je savais qu'il faisait référence au dealer. J'avais besoin d'argent. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré Victor, le dealer, devant sa maison. Il m'a invité à entrer. Sa maison était faiblement éclairée, mais beaucoup plus belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Victor m'a dit de m'asseoir. J'ai essayé d'être confiante et lui ai dit que je cherchais à gagner de l'argent. Il a acquiescé. Comme vous êtes un client fidèle, je vais vous proposer quelque chose. As-tu déjà vendu avant ? Mes yeux se sont élargis et mon cœur a sauté un battement. Non. Il a hoché la tête et m'a tendu un sac en disant comme test. Il m'a donné des instructions puis a dit « Je ne joue pas avec mon argent. Si je découvre que tu me trompes de quelque façon que ce soit, ce ne sera pas joli, compris ?» J'ai hoché la tête et j'ai quitté sa maison, mon cœur battant la chamade. J'étais effrayée mais excitée de commencer à gagner de l'argent. Après avoir vendu mon premier lot, Victor est venu me chercher à l'école dans sa voiture. Je lui ai donné l'argent. Il avait l'air content et m'a proposé de m'en donner plus. Bientôt, j'apportais à Victor de l'argent qu'il ne pouvait même pas gagner. Je pouvais maintenant m'acheter des choses. Le fait d'être défoncé m'a permis de m'occuper de ma famille sans me sentir accablé ou anxieux. Quand j'étais sobre, je n'arrêtais pas de m'inquiéter de tout ce qui pouvait arriver à mon père, à ma mère et à mon frère. Mais après avoir pris une pilule, je flottais au-dessus de mes problèmes et mon esprit était vide. Les pilules m'ont même aidé à échapper au cauchemar. Bientôt, j'avais besoin d'une pilule toutes les quelques heures. Si je n'en prenais pas, j'avais des douleurs dans tout le corps et de graves maux de tête. Pendant ma première année de lycée, certains de mes amis d'enfance ont commencé à s'inquiéter de mon attitude suspecte. À l'extérieur, je souriais et rassurais mes amis. À l'intérieur, j'avais honte. Allais-je vraiment comme mon père et me détruire comme ça ? Mes parents n'ont pas remarqué ou ne se sont pas souciés de ce que je faisais, même lorsque je prenais une pilule devant eux. Un jour, je me suis évanouie à la maison. Je me suis réveillée couvert de vomi sur le sol de ma chambre. Ma mère est entrée dans la pièce et m'a regardée. Elle n'a pas dit un mot, elle est juste sortie. Je m'attendais à ce qu'on me crie dessus, pas à ce silence froid. C'était mon pire moment, allongé dans mon vomi, avec ma mère qui semblait indifférente. J'ai réalisé que j'étais seule. J'étais la seule à pouvoir prendre soin de moi et je devais m'arrêter. Mais les symptômes de manque étaient si forts que je ne pouvais pas passer une journée sans prendre une pilule. J'ai appelé mes grands-parents au début de ma première année et je leur ai demandé de venir chercher mon petit frère pour vivre avec eux et ils ont accepté. Pendant cette période, je me défonçais encore beaucoup, mais j'ai réussi à prendre la décision la plus intelligente de ma vie. J'étais fière d'avoir sorti mon petit frère de ce pétrin. Au début de ma dernière année, je travaillais toujours à la pizzeria et je dealais toujours pour Victor. Mon père était physiquement malade et ma mère était déconnectée de la réalité. Une nuit, environ 1 an après le départ de mon frère, la clarté est venue alors que j'étais allongée en silence dans ma chambre. J'allais passer mon baccalauréat le semestre suivant et je devais faire face à l'avenir. Mes grands-parents étaient âgés. Qu'arriverait-il à mon frère une fois qu'il serait parti ?
Que m'arriverait-il si je continuais à prendre des pilules? Moi seule pouvais changer ma vie. Je savais que j'étais dépendante et que la première étape pour devenir sobre était de me l'avouer. J'ai pensé à toutes les décisions stupides que j'avais prises. J'aurais pu simplement rester à l'écart. Mais maintenant, 3 ans plus tard, cette honte me titille parfois et me rappelle que je ne veux jamais y retourner. Puis, en octobre de ma dernière année, j'ai agi. J'ai vendu mon dernier lot, j'ai donné son argent à Victor et je lui ai dit que je ne vendrais plus rien. Il m'a laissé partir assez facilement. J'ai cherché les symptômes de sevrage. Je savais que je devrais manquer l'école aussi, parce que j'avais lu que le sevrage physique dure 1 semaine. C'était encore pire que ce que j'avais lu. J'avais mal partout et je me sentais extrêmement faible. Je tremblais et je vomissais plusieurs fois par jour, au point que mon vomi n'était plus que de l'eau. Je transpirais, mais j'avais froid. Je n'avais pas les moyens d'aller dans une cure de désintox. Toute la semaine, je suis restée allongée dans mon lit. J'avais dit à quelques amis proches que j'arrêtais de fumer et que je les appellerais pour leur dire comment je m'en sortais. Ils m'ont dit qu'ils étaient fiers de moi et qu'ils seraient toujours là pour moi. J'ai réalisé que je n'avais pas à affronter mes démons seule. Ma mère continuait à se parler à elle-même dans le salon, tandis que mon père faisait ce qu'il fait toujours. Mais j'avais des amis pour me soutenir dans les moments difficiles. J'ai manqué presque 1 mois d'école et ma moyenne a beaucoup baissé. En fait, ce trimestre-là, j'ai échoué à 2 cours à cause de mes absences. Je savais que si les gens connaissaient ma situation réelle, je pourrais être placée en famille d'accueil. À ce moment-là, je ne voulais pas être séparée de mes parents, alors j'ai dit à mes professeurs que j'avais des problèmes familiaux. Certains professeurs avaient entendu des rumeurs selon lesquelles je prenais des pilules. Mon professeur d'anglais m'a dit « Je suis fière que tu aies décidé de changer pour le mieux. Tu es une fille intelligente et j'espère que tu resteras sur le bon chemin. » Sa réponse m'a presque fait pleurer. Je n'avais jamais entendu personne, pas même mes propres parents, me dire qu'ils étaient fiers de moi. Une fois que je suis retournée à l'école, j'ai fait tous mes devoirs. Je n'ai jamais manqué un cours et j'ai eu d'excellents résultats à tous les examens. Je suis entrée à l'université. J'étais enfin sur la bonne voie. Mais la vie n'est pas devenue beaucoup plus facile une fois que j'étais sobre. L'entrée à l'université était accablante car je n'étais pas habituée à la quantité de travail demandé par les professeurs. Il était difficile de rester sobre malgré les doutes. Je croyais que je n'étais pas assez bonne pour l'université et que si je faisais une petite erreur, je retournerais à la case départ. Au lieu de m'engourdir, j'affronte mes démons et je les libère. C'est bien mieux que de ne rien ressentir du tout. Il y a beaucoup de raisons de détester quelqu'un. Peut-être qu'il vous a fait du mal, peut-être qu'il est grossier ou qu'il vous a blessé. Il y a beaucoup de raisons. Mais détester quelqu'un parce qu'il a plus de succès, au point de vouloir le tuer, c'est un peu tordu à mon avis. Je m'appelle Célina. J'ai 17 ans. Ma mère est une chef cuisinière très célèbre. Elle a même sa propre émission de cuisine que beaucoup de gens regardent dans tout le pays. Elle est douée et très créative. Elle a aussi une grande personnalité. Elle s'est occupée de nous toute seule après la mort de mon père dans un accident d'avion. Tout a commencé en cuisinant le plat préféré de ses voisins. Maintenant, elle est connue dans tout le pays. Elle a été invitée dans plusieurs émissions de télévision où elle a raconté son histoire inspirante. Je suis tellement fière de ma mère. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à elle. Tout le monde l'aimait. Enfin, tout le monde sauf Katrina. Katrina était la chef vedette avant qu'il ne laisse ma mère diriger l'émission de cuisine, malgré ses talents de cuisinière qui ont fait perdre énormément d'argent à l'émission. Le meilleur mot que je puisse trouver pour la décrire est un serpent rampant. Sa jalousie et son mépris envers ma mère sont insupportables. J'ai toujours eu l'impression qu'elle complotait contre ma mère. Ce qui est un peu ridicule, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. De temps en temps, je disais à ma mère de faire attention et de se méfier de Katrina. Mais elle me disait toujours que tout allait bien, que même si Katrina ne l'aimait pas, rien n'allait se passer. Alors je souriais, un peu nerveuse et un peu inquiète. Je ne pouvais pas savoir qu'elle serait bientôt confrontée au danger.